Ouais, hier j'ai entendu parler de la Loudness War, mais Ouais. c'était super intéressant, je me suis endormi devant le film. Ah ouais, t'es comme ça toi en fait. Ouais, Tu bon. pourrais m'expliquer? Bah ouais, carrément. Et t'avais jamais entendu parler. Bah, c'est encore un coup des frères Gallagher, c'est eux qui ont commencé à vraiment abuser pour être plus forts que tout le monde. Dans ton film là, bah, ils ont le rôle du super vilain, en gros. Et puis t'as le super héros qui s'appelle Bob Katz qui vient les combattre. Et regarde, t'as cessé Lucas. Willy, ça va? Salut, ça va et toi? Salut. Mon cher Lucas. Salut camarade. Ça faisait longtemps. Ouais. Bon, allez, maintenant que vous êtes tous là, on va pouvoir commencer. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler du système K et de la guerre du loudness, le temps d'un café. Bon, j'en étais où? Ouais, donc sonner plus fort que tout le monde. Bah, la question, en gros, c'est est-ce que plus fort, c'est mieux? Ouais. Plusieurs études se sont penchées sur la question. Il semblerait que ce qui sonne plus fort déclenche des émotions plus intenses. On a tendance à se laisser avoir et à croire que quand on compare deux morceaux l'un après l'autre, celui qui est le plus fort sonne mieux. Ce qui en réalité n'est pas forcément vrai et on va en parler. Depuis les années 50, la course au loudness n'a cessé de s'intensifier. Mais pourquoi faire en fait? D'abord pour des raisons de compétitivité, parfois pour des contraintes techniques, et avec le temps, c'est même devenu un impératif propre à certains genres musicaux. Les Loudness Wars, à proprement parler, désignent la période qui va de la fin des années 90 à la fin des années 2010, une époque marquée par la généralisation des limiteurs brick-wall numériques, comme le Waves L1. Alors le sujet ne serait sans doute pas aussi crucial si cette course au volume sonore n'avait pas conduit à des excès considérables. Mais t'as pas des exemples? J'ai déjà mentionné Oasis, qui ouvre les hostilités en 1995 avec What's the Story, Morning Glory. Sur cet album, les niveaux moyens oscillent entre -5 et -7 dB full scale. C'est chaud, hein? Ah ouais, et la distorsion causée par la surcompression est clairement audible. D'autres albums marquants ont jalonné cette guerre du son, c'est le cas de Californication des Red Hot Chili Peppers en 1999, et point culminant en 2008 de Death Magnetic du groupe Metallica, dont les fans n'ont pas tardé à critiquer le son agressif et distordu de la version CD, au point de lui préférer la version non compressée et plus dynamique utilisée dans le jeu vidéo Guitar Hero. Aujourd'hui, malheureusement, les armes continuent de parler, mais elles s'expriment un peu moins fort. Au début des années 2010, de nouvelles recommandations en matière de diffusion audiovisuelle voient le jour avec l'introduction de l'unité de mesure LU. Progressivement, les plateformes de streaming ont fini par imposer des normes sur le niveau sonore des contenus. Ça a contraint les ingénieurs du son et les producteurs à repenser leur approche du mastering en mettant l'accent sur une meilleure dynamique et un rendu plus équilibré plutôt que sur une recherche constante du volume. Alors ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est une bataille de gagner, même si la guerre, elle, est loin d'être terminée. Bon, et donc, dans cette avancée vers la normalisation du niveau sonore, Bob Katz, le fameux super-héros dont je te parlais tout à l'heure, a joué un rôle clé grâce à son plaidoyer, ses recherches et son influence dans l'industrie. Zikis Random, inconnu au bataillon unique. Ouais, je t'explique. Ingénieur du son de renom et auteur de l'ouvrage de référence Mastering Audio, The Art and the Science, Bob Katz, c'est une véritable autorité dans le domaine du mastering. Il a travaillé sur d'innombrables productions, toujours guidé par une quête de transparence et de respect de l'intention musicale originale. C'est un vrai défenseur de la haute fidélité et il s'est imposé comme l'un des plus ardents opposants aux dérives de la guerre du loudness, en dénonçant sans relâche l'impact destructeur des masters surcompressés, en expliquant qu'ils appauvrissent la qualité, écrasent la plage dynamique et provoquent une fatigue auditive chez les auditeurs. Lui, Bob, il est convaincu que dans le mixage et le mastering, la perception du volume sonore prime sur la lecture des indicateurs de niveau. Et il défend un mastering axé sur la musicalité plutôt que sur la course au loudness. Son approche vise à préserver l'équilibre et la dynamique du son plutôt que de sacrifier la qualité sur l'autel de la compétitivité en termes de volume sonore. Et grâce à son influence et à son travail, il a contribué à faire évoluer les mentalités dans l'industrie en remplaçant le dogme du « plus fort, c'est mieux » par une approche plus mesurée et naturelle. C'est dans cet esprit qu'il a développé l'échelle K, introduite au début des années 2000. Pourquoi ça s'appelle l'échelle K? C'est le cas de Katz, son nom. Et donc, c'est un système qui repose sur des niveaux d'écoute calibrés, une échelle de mesure adaptée et une plage dynamique optimisée selon le genre musical, afin de lutter contre la surcompression donc. Et comment ça marche ton échelle? Alors, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer. Mais d'abord, on va revoir quelques notions et on commence avec les courbes isosoniques. Courbe iso quoi? Sonique. La sensibilité de notre audition change en fonction de l'intensité sonore. Et c'est ce que démontrent ces courbes. À faible volume, notre perception des basses et dans une moindre mesure des aigus est atténuée, tandis que les hauts médiums restent dominants. Et ça explique pourquoi certains morceaux semblent manquer d'impact quand ils sont écoutés à bas niveau.
partir d'un certain volume, la perception des fréquences s'équilibre et le son paraît plus homogène. Bob Katz a intégré cette donnée psychoacoustique dans le système K en recommandant une calibration du système de monitoring pour garantir un niveau d'écoute stable et optimal. Et ça permet aux ingénieurs du son de travailler sans que leur perception soit altérée par des variations de volume. Allez, maintenant, on va parler du facteur de crête. Le facteur de crête, c'est par rapport au trou pic? Alors, le facteur de crête, ça désigne le rapport entre le niveau de crête et le niveau efficace d'un signal audio exprimé en décibels. Le niveau de crête correspond à l'amplitude maximale instantanée du signal, c'est-à-dire le point le plus fort atteint à un moment donné. Alors que le niveau efficace représente la valeur moyenne de l'énergie du signal sur une période donnée, et ça offre une mesure plus proche de la façon dont on perçoit l'intensité sonore. Mathématiquement, le facteur de crête est défini par l'équation FC égale 20 log du niveau crête sur le niveau efficace. Oula, tu peux parler français? Bah, je t'ai perdu là, je t'avoue. Oh, déjà? Bon. En mastering, le facteur de crête, c'est un indicateur clé de la dynamique perçue. Une valeur trop basse peut signaler une compression excessive et un écrasement des transitoires, ce qui réduit l'impact et la clarté du son. Toutefois, l'analyse du facteur de crête doit être replacée dans son contexte, car sa signification varie selon l'échelle d'observation. Un facteur de crête mesuré sur un mixage complet ne reflète pas la même réalité que celui d'un instrument isolé. Par exemple, une guitare saturée présentera naturellement un facteur de crête faible en raison de la compression inhérente à la distorsion, tandis qu'un élément percussif transitoire comme le son d'une caisse claire affichera une valeur bien plus élevée en raison de son attaque brève et marquée. De manière générale, un mixage peu compressé et offrant une bonne dynamique présentera un facteur de crête compris entre 12 et 15 dB, tandis qu'un morceau de style EDM, par exemple, très compressé, pourra descendre jusqu'à 5 dB. Si tu veux en savoir plus sur la gestion du facteur de crête, tu peux regarder l'épisode qui concerne la saturation et le clipping. Je te mets le lien en description de la vidéo. Alors, pour comprendre l'usage excessif des break wall limiters et la réduction drastique du facteur de crête qui en découle, il est essentiel d'examiner les deux principales méthodes de normalisation. La normalisation par le niveau crête ajuste le gain d'un signal en fonction de son amplitude maximale instantanée, sans tenir compte de la sonie. Cette approche encourage une compression excessive, ce qui réduit la dynamique pour augmenter artificiellement le volume sonore perçu tout en maintenant les crêtes sous le 0 dB fs. A l'inverse, la normalisation par la sonie ajuste le niveau sonore en fonction de l'intensité perçue par l'oreille humaine et non des seules crêtes du signal. Elle empêche donc les morceaux surcompressés d'être perçus comme plus forts et préserve mieux la dynamique du signal. Le système K a été conçu pour remédier aux excès de la normalisation par le niveau crête en établissant un calibrage du niveau d'écoute et en favorisant une gestion plus équilibrée de la dynamique sonore. Hey, tu veux progresser? Alors va télécharger ma fiche sur les 30 micros à absolument connaître, avec leur directivité et tout et tout. Et en plus, c'est gratuit mon beau sire. Je te laisse le lien dans la description. Sur cette chaîne, tout est fait à la sueur de mon front. Et si tu veux voir de nouveaux épisodes, abonne-toi, mets un pouce, commente et parle-en autour de toi. Et alors un don sur Tipeee, là, c'est vraiment la classe. Pas mal en vrai comme technique, mais il doit y avoir des limites. Eh ben écoute, on va faire les mesures et on va essayer. Et il faut un appareil spécifique pour les faire, ces mesures, ou juste avec un téléphone ça suffit? Bah, si t'as pas de sonomètre, tu peux bien sûr utiliser ton iPhone. Alors non, je fais pas de pub, mais apparemment, ce sont les plus fiables pour cette tâche. Tu dois utiliser le mode slow avec la pondération C. Je te mets les liens des applis dans la description. Bah moi j'habite dans un 3 mètres carrés à Paris, je fais comment pour les mesures? Bah déjà, tu commences par bien disposer tes enceintes. Si t'as besoin d'aide à ce sujet, tu peux télécharger mon guide gratuit. Et comment tu les calibres tes enceintes? Tu te places au point d'écoute et tu vas mesurer la pression acoustique pour chaque enceinte, d'abord une par une, puis les deux en même temps. Comme tu es dans une toute petite pièce, tu vas prendre une référence plus basse que les 83 dB requis pour un studio pro, donc 74 dB SPL pour une enceinte et 3 dB de plus pour les deux. Pour ça, tu utilises un bruit rose en stéréo décorrélé et à moins 20 dB fs. Tu gardes la sortie de ta carte son AUG et tu gères le niveau directement sur chaque enceinte si elles sont actives ou sur chaque canal de ton ampli pour des enceintes passives. Tu fais tes mesures pour chaque enceinte et puis tu checkes que tu sois bien à 3 dB de plus pour les deux. Je te laisse un lien vers un article qui décrit toute la manip en détail dans la description de la vidéo. Et il y a différents types d'échelles?
Oui, mais pour mixer de la musique pop plutôt compressée, on recommande la K14. Donc une fois que tu as calibré pour la K20, tu baisses ta sortie de carte son de 6 dB que tu mesures avec ton sonomètre, ou alors tu calibres directement avec un bruit rose à moins 14 dBFS. Et du coup, en gros, ça change quoi dans ta façon de travailler? Le but, c'est de pouvoir prendre des décisions de mix en ce qui concerne les niveaux et la dynamique sans avoir à regarder tes barres graphes. Donc, quand tu utilises l'échelle K14 pour mesurer ton signal et que ton niveau d'écoute est calibré, tu sais que moduler autour du 0 de référence, c'est avoir un signal qui s'approche du moins 14 dBFS en interne et un niveau SPL calibré et donc confortable. Tu as un headroom de 14 dB avant écrêtage, ce qui te permet de garder une bonne plage dynamique. Et alors, si tu fermes les yeux et que tu mixes uniquement avec tes oreilles, quand tu sens que le niveau d'écoute est un peu trop fort et qu'instinctivement tu as envie de le baisser, c'est le signe que tu as sûrement trop compressé, tu as réduit le facteur de crête, donc la plage dynamique, et tu dépasses ton 0 sur le bar graph. Il ne te reste plus qu'à agir en conséquence. Merci Ki. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon e-book pour apprendre à enfin gérer tes niveaux Comme un ninja du son. Un merci et des bisous aux étudiants de l'IDEM qui ont préparé cet épisode avec moi. T'imagines, il y a moi enfin dans son épisode, c'est trop drôle.